Jean-Baptiste Joseph Champagnac, Chronique du crime et de l'innocence, avant-propos, extrait. Aimer à lire, disait Montesquieu, c'est faire un échange des heures d'ennui que l'on doit avoir en sa vie contre des heures délicieuses. Cette pensée de l'un des plus puissants génies du dernier siècle ne saurait rencontrer beaucoup de contradicteurs dans le nôtre. La lecture est devenue une des passions de notre époque. On en peut juger non seulement par les feuilles sans nombre de toute espèce qui alimentent périodiquement le public, mais encore par cette foule de livres nouveaux qui semblent se disputer une petite place sur les façades de nos cabinets littéraires, comme les tableaux de nos artistes au salon. Toutefois, parmi toutes ces productions nouvelles, objet de l'empressement général, il est des genres privilégiés qui attirent plus particulièrement l'attention et que l'on recherche avec une sorte de friandise. La lecture a ses modes changeantes, comme la toilette. Du temps de Madame de Sévigné, on se laissait prendre comme à la glu par les romans de la Calprenède. On se plaisait aux sentiments exaltés, aux grands coups d'épée des héros de Mademoiselle Scudéry. Les mœurs de la licencieuse Régence firent éclore en foule des livres licencieux, comme elle. Les ouvrages philosophiques leur succédèrent, et dès lors l'instruction gagnant de proche en proche, les lectures instructives ramenèrent la nation aux choses sérieuses de la vie. Au commencement de ce siècle, les victoires de l'Empire et son inexorable censure imposèrent un pénible régime à la classe des acteurs. Grâce au bulletin de nos armées triomphantes, il fallait à toute force ne se repaître que de gloire. Aujourd'hui, convenons-en, c'est tout autre chose. Jamais revanche ne fut si complète. Nous nous dédommageons largement de notre longue abstinence. Mais le goût du public a changé. Le genre qu'il aime, qu'il affectionne par-dessus tout, c'est l'horrible. Genre à part, car nos baculars, il y a 60 ans, voulaient impatroniser sur la scène française et qu'ils regardaient comme une source d'intérêt non moins féconde que la terreur et la pitié classiques. Que demande-t-on à présent à la lecture comme au théâtre? De fortes secousses nerveuses, des palpitations quasi anévrismales, des émotions spasmodiques. On se plaît à passer par tous les effrayants prestiges du galvanisme. On veut des peintures sanglantes jusqu'à l'horreur, des caractères monstrueux jusqu'au dégoût. Et comme le disait dernièrement un journal, depuis quelques années, nous avons une soif croissante de connaître l'histoire des crimes et des calamités humaines. C'est dans le but de répondre à cette nécessité du moment, c'est dans l'espoir de plaire à la majorité des lecteurs que nous publions la chronique du crime et de l'innocence. Il nous a paru curieux, intéressant et même instructif de présenter, comme dans un vaste panorama, les actions les plus criminelles dont la France fut le théâtre. C'est un spectacle bien affreux sans doute, mais aussi bien digne de réflexion que celui du crime dans toutes ses métamorphoses les plus hideuses, tour à tour et quelquefois en même temps, assassin, empoisonneur, incendiaire, parricide, tantôt échappant comme un protée à toutes les investigations de la justice, tantôt faisant tomber sur l'innocence le glaive de la loi levé sur lui, souvent même assez audacieux pour venir siéger parmi les juges. Le titre détaillé de notre ouvrage fait suffisamment connaître la marche que nous avons suivie. C'est l'histoire à la main que nous avons rédigé toute la portion de notre travail qui traite de temps reculé. Quelques vieilles chroniques, l'histoire générale de France, l'histoire particulière de chaque province, celle d'un grand nombre de villes, des mémoires historiques, telles sont les principales mines que nous avons exploitées. Bon, ce n'est pas que nous ayons la prétention d'avoir tout mentionné. Plus d'une fois, l'absence totale de détails
nous a forcés de négliger des faits susceptibles d'être de notre domaine. Dans ces temps d'ignorance et de barbarie, on n'enregistrait pas, comme à présent, presque jour par jour, les actions des hommes. Souvent, dans les chroniques et autres monuments historiques de ces siècles de rouille, les événements sont à peine indiqués sommairement. Encore n'est-il jamais fait mention que des hommes les plus nobles lignage. L'histoire, alors, essentiellement aristocratique, écrite par des moines, courtisans intéressés du pouvoir et de la richesse, privés d'ailleurs du secours de l'imprimerie, ne tenait note que des faits et gestes des nobles seigneurs qui étaient tout dans la nation et gardaient le silence sur ce qui concernait les gens du peuple qui n'étaient rien. C'est pourquoi, ne pouvant avoir prise que sur ces hauts personnages, nous sommes attachés à eux comme représentants de leur époque. Mais, dira-t-on peut-être, à quoi bon exhumer tant de forfaits et tant d'horreurs? Pourquoi ne pas les laisser enfouis? Ne doit-on pas craindre que cette lecture n'exerce une funeste influence sur quelques esprits faibles ou enclins au mal? À quoi bon, répondrons-nous? L'histoire du bas empire, long et monotone récit d'assassinats, d'empoisonnements, de triangulations. À quoi bon l'histoire de tous les peuples d'Europe au Moyen Âge, époque si riche en atrocités, si savante en barbarie? À quoi bon ce livre, première lecture de l'enfance, l'Ancien Testament, qui débute presque par le meurtre d'Abel, qui montre Joseph vendu par ses frères prêts à l'assassiner, qui narre les impudicités de plusieurs rois cruels et les massacres de tant de nations innocentes? Notre livre mériterait sans doute la réprobation universelle si par une inspiration satanique nous cherchions, comme on ne le fait que trop souvent sur certains théâtres, à plaisanter cruellement avec les droits les plus sacrés de la nature, à badiner avec les violations faites aux lois de la société. Mais la chronique du crime est d'un bout à l'autre une protestation contre le crime. Le vernis odieux que nous avons colorié, tout forfait, le détail des punitions qui les accompagnent presque toujours, prouvent assez que nous avons pris à tâche d'inspirer de l'horreur pour tout ce qui est criminel. N'est-ce pas implicitement faire le plus bel éloge de la vertu? En dire davantage sur ce sujet, ce serait prêcher le vieux converti. Si, malgré nos bonnes intentions, nous sommes coupables en quelques points, nous avons le public pour complice et pour instigateur. C'est lui, c'est son goût dominant qui nous a fait concevoir l'idée de cet ouvrage, et comme nous l'avons aussi pour juge, nous osons compter sur sa bienveillante indulgence. Jean-Baptiste Champagnac, Chronique du crime et de l'innocence. Héloïse et Abélard, attentat du chanoine Fulbert. Il y a un si grand charme attaché au nom d'Héloïse et d'Abélard, leurs intéressantes amours ont obtenu une célébrité si populaire que, même sans connaître le fond de leur histoire, on éprouve une douce émotion seulement à les entendre nommer. Ces deux êtres délicats, ingénieux et sensibles contrastaient singulièrement avec le XIIe siècle qu'ils ont illustré, siècle barbare de mœurs obscènes et de grossière ignorance. Nos deux amants sont presque à eux seuls toute la poésie de ces temps d'obscure mémoire. Abélard, issu d'une noble famille de Bretagne, manifesta dès l'enfance un goût déclaré pour l'étude. À 16 ans, sa science était prodigieuse. Il avait lu tous les orateurs et les poètes grecs et latins, et tous les docteurs de l'Église. Il savait les principales langues des anciens et toutes celles de l'Europe moderne, et possédait la logique et la jurisprudence. Tourmenté du besoin de connaître, d'être connu lui-même, il cède à ses frères ses droits d'aînesse et parcourt les villes et les monastères de France, cherchant de doctes personnages pour jouer avec eux
de s'ajouter avec eux de savoir et d'éloquence. Il devint bientôt le plus vigoureux athlète dans les luttes théologiques, luttes qui, souvent, dégénéraient en haine forcenée, en combats sanglants. Toutefois, si Abélard n'eût eu que ce mérite, il serait oublié, comme tous ses antagonistes. C'est à l'amour et à l'infortune qu'il doit sa célébrité. Après avoir quitté les provinces de la France, Abélard vint à Paris et suivit les leçons de Guillaume de Champagne, qui, reconnaissant dans son nouvel écolier un rival qui lui était supérieur et jaloux de son étonnant mérite, ne tarda pas à lui susciter des embûches. Contraint de quitter Paris, Abélard parcourut successivement plusieurs villes, et partout surpassant ses maîtres et ses concurrents, il s'en fit d'implacables ennemis qui l'aigrissaient encore par son orgueil dédaigneux. Il revint à Paris, où la principale chaîne d'enseignement était vacante. Il l'obtint, et l'enthousiasme de ses élèves pour son élocution, sa grâce et son esprit. Sa réputation s'étendit jusqu'en Angleterre et en Allemagne. Tout l'on venait en foule pour l'écouter. Mais, au milieu de sa gloire, il apprend que dans Paris habite une jeune beauté qui, du fond de sa retraite modeste, partage avec lui l'admiration publique. On la disait la plus belle des Françaises, mais on vantait surtout son esprit et ses connaissances. On la nommait Héloïse. Son oncle, le chanoine Fulbert, la retenait près de lui, dans le cloître de la cathédrale, l'éloignant avec un soin jaloux des fêtes et des relations du monde dont elle eût été l'ornement. Abélard, sur les simples récits qu'il en entendait, conçut pour Héloïse, qu'il ne connaissait pas, une passion pleine d'enthousiasme. Par une merveilleuse sympathie, celle-ci, prévenue par la réputation du jeune docteur, ne voyait que lui sur la terre, digne de plaire et d'être aimé. Elle se le représentait sous les formes les plus séduisantes. Heureusement qu'Abélard avait un extérieur propre à réaliser les illusions d'Héloïse. Les auteurs de sa vie s'accordent à dire qu'il était le plus homme de son temps. Héloïse et Abélard se virent enfin. Bientôt l'oncle Fulbert eut l'imprudence de seconder les mutuels désirs des deux amants au-delà même de leur espoir, en souhaitant que sa nièce reçût des leçons d'Abélard. Pour voir son élève avec plus de liberté, le maître prétexta que ses travaux, ses occupations le retenaient tout le jour loin d'elle, et qu'il ne pouvait lui consacrer que les heures de la soirée. Au moyen de cet arrangement, ces visites nocturnes n'avaient rien de surprenant, et il trouvait ainsi l'occasion d'entretenir Héloïse sans témoin dans ce cloître paisible. Animé par la présence de sa maîtresse, Abélard se surpassait lui-même dans ses leçons mystérieuses et enivrait Héloïse de savoir, d'éloquence et d'amour. C'est dans les lettres originales de ces deux amants, écrites en latin, qu'il faut lire les détails pleins de charme et de passion de ces délicieuses soirées où l'amour finit par tenir beaucoup plus de place que l'étude. Abélard composa un poème sur la rose, emblème ingénieux et délicat, sous lequel il célébrait Héloïse. Ces vers furent bientôt appris de tous les amants de la capitale qui les répétaient tous les soirs près des puits d'amour. Cependant, grâce à ce poème et à quelques chansons érotiques que composait Abélard, les amours du cloître Notre-Dame n'étaient pas restées secrètes. Héloïse, aveuglée par son imprudente passion, loin de s'alarmer, était fière de voir toutes les dames de la ville et de la cour envier, comme elle se dit elle-même, et sa joie et son lit. Tout Paris s'entretenait ouvertement de l'union des deux amants. Fulbert fut le dernier à la connaître, mais son courroux n'en fut que plus durable.
Abélard, redoutant les effets de sa fureur pour son amante adorée, la conduisit dans la Bretagne, où elle mit au jour un fils que sa grande beauté fit nommer Astrabable, c'est-à-dire astre brillant. Cependant, Abélard tenta de fléchir le chanoine Fulbert, fort de son amour et se fiant aussi sur le pouvoir de son éloquence. Il osa affronter la colère de ce vieillard vindicatif. Il lui demanda la main de sa nièce et pupille. Cette demande parut adoucir le chanoine, mais l'étonnement d'Abélard fut extrême quand Héloïse, se refusant à ce mariage, lui tint ce discours extraordinaire, comme l'atteste la correspondance de nos deux amants. Vous espérez vainement de fléchir l'irascible Fulbert en me faisant le sacrifice de votre liberté. Il est inexorable et dur. Sa réconciliation apparente n'est qu'un piège artificieux où sa vengeance vous attend. Mais, dût cette réconciliation être sincère, ne croyez pas que j'achète mon pardon et mon repos au prix de votre gloire, qui m'est plus chère que la vie. Vous le savez, mon ami, la pauvreté, l'exil, me paraîtraient plus doux avec vous qu'une couronne avec un autre. Si je refuse l'engagement que vous vous résignez à former, ce n'est donc pas dans la crainte de m'unir avec vous. Peut-être croyez-vous concilier vos importants travaux avec les soins obscurs d'un ménage. Détrompez-vous. Votre âme, absorbée par les idées grossières d'un amour sensuel, par les détails indiscrets d'une vie domestique et minutieuse, saisira avec moi d'audace les conceptions supérieures. Mais comment accorder les devoirs de votre état avec l'embarras d'une famille? Aimez-moi, parce que l'amour est une des plus douces récompenses de la gloire, mais qu'une femme ne soit pour vous qu'une maîtresse toujours passionnée et sans cesse occupée à vous tresser des couronnes, à vous préparer des parfums, à vous enchanter par la douceur de sa voix et la volupté de ses caresses, que rien de ce qui est commun aux liaisons vulgaires ne vienne ravaler nos divins transports. Faire un pacte d'un sentiment et substituer peut-être le dégoût, la satiété, la langueur aux rêves que notre imagination et aux ardeurs de nos désirs toujours renaissants. Abélard, étonné de cet étrange discours, mais non persuadé, insista pour épouser Héloïse. Il ne l'y détermina qu'avec peine et à condition que leur mariage serait secret. Cette condition déplut à Fulbert. Ce chanoine en prit qu'occasion d'associer à sa vengeance tous les parents d'Héloïse. Il gagna par argent le valet d'Abélard, et s'étant introduit pendant la nuit dans la chambre où il couchait, les barbares le mutilèrent. Le chanoine Fulbert fut arrêté, dépouillé de ses bénéfices et condamné à l'exil. Deux de ces gens qui avaient aidé à consommer ce crime furent jugés et subirent la peine du talion. Abélard évanoui, baigné dans son sang, ne recouvre ses sens que pour reconnaître sa honte et ses outrages. Il va cacher son désespoir dans le cloître de Saint-Denis, mais avant de prononcer les vœux qui doivent élever une barrière éternelle entre le monde et lui, il souhaite qu'Héloïse, fuyant elle-même le monde, se consacre à Dieu dans le monastère d'Argenteuil. Âgée de 22 ans, pleine d'attraits, entourée des hommages publics, Héloïse n'hésita pas à consommer ce sacrifice, et malgré les prières de ceux qui l'entouraient, elle courut s'enfoncer dans le cloître désigné. Cependant, Abélard languissait dans l'abbaye de Saint-Denis. La licence et les débordements de cette maison le rendaient encore plus malheureux. Ces remontrances irritèrent ses confrères, qui lui suscitèrent des désagréments et même des persécutions.
Alors il quitta leur abbaye et revint professer à Paris. Ses succès réveillèrent les envieux que ses malheurs et son absence avaient assoupis. Ils l'accusèrent d'hérésie. Il fut cité au concile de Soissons, où il faillit être lapidé par les habitants de cette ville, aveuglés par le fanatisme. Les pairs du concile le condamnèrent à être renfermé dans le couvent de Saint-Médard. De nouvelles accusations l'atteignirent dans ce cloître. On le considéra même comme atteint du crime de lèse-majesté. Déjà, les bruits les plus sinistres circulaient autour de lui, lorsque des religieux, touchés de son infortune, le firent évader. Errant pendant la nuit, redoutant le jour et l'approche des hommes, il suit les chemins les moins frayés et arrive enfin sur les bords de l'Ardusson, non loin de Nogent-sur-Seine, dans un désert qui, par son aspect stérile et sauvage, lui parut un séjour convenable à son existence proscrite. Il ne fut pas longtemps inconnu dans cette retraite où il vivait d'herbes et de fruits âpres. Des disciples vinrent en foule et il y fonda avec eux un monastère qu'il nomma le Paraclet. Cette dénomination, où l'on prétendit trouver la matière d'une hérésie, lui attira une nouvelle persécution. Cependant, Héloïse, élue par ses compagnes prieures de l'abbaye, est expulsée avec ses religieuses de la maison d'Argenteuil. Elles errent de village en village, réduites à implorer la charité publique. Abélard apprend ce nouveau malheur. Il va au-devant d'Héloïse et après 12 ans d'absence et d'infortune, il se rencontre sur le chemin de l'exil et de la pauvreté. Abélard conduit Héloïse et ses compagnes dans son nouveau séjour, dont il leur fait l'abandon, et leur apprend qu'il se nomme le Paraclet ou le Consolateur. Peu après, Abélard reçut des députés du monastère de Saint-Gildas, qui lui apprirent que leur chapitre l'avait élu abbé de cette maison. Les moines de Saint-Gildas vivaient dans le désordre et les excès les plus scandaleux. Abélard réforma leurs mœurs et il s'attira leur haine. On prépara plus d'une fois contre lui le fer et le poison. Les moines allèrent même jusqu'à empoisonner le vin du calice dont le malheureux Abélard devait se servir dans la célébration des mystères, et plusieurs fois lui armèrent contre lui des assassins. Leurs complots furent découverts. Les plus criminels furent dégradés, mais ils parvinrent à corrompre les autres, et tous ensemble, le poignard à la main, ils entrèrent dans la chambre d'Abélard, qui n'échappa à leur rage que par miracle. Enfin, ces derniers écrits ayant été dénoncés au pape, le souverain pontife les fit brûler et donna l'ordre d'emprisonner leur auteur. Abélard vint en cette extrémité demander un asile au monastère de Cluny, où il trouva des consolations et un appui dans les bras de Pierre le Vénérable. Un ami d'Abélard, que le sort n'avait pas non plus épargné, lui ayant écrit pour épancher ses douleurs et lui demander des conseils, l'amant d'Héloïse ne crut pas pouvoir mieux faire que de lui adresser le récit fidèle de ses maux. Cette lettre touchante parvint jusqu'à la tendre Héloïse, dont les chagrins, les larmes et l'absence n'avaient pas diminué la constance et l'amour. Ce fut alors qu'elle écrivit à Abélard ces lettres latines dont nous avons parlé, modèles de sentiment et de chaleur. Dans ces lettres éloquentes et passionnées, Héloïse fait l'aveu de la persévérance opiniâtre de son amour, de ses désirs, des premiers feux de sa tendresse. Le souvenir, écrit-elle à Abélard, le souvenir de ces plaisirs délicieux auxquels nous nous abandonnâmes l'un et l'autre est si présent à ma mémoire que je ne puis l'en écarter un seul instant. Partout il me suit, il m'obsède, et la nuit revient troubler mon sommeil avec des illusions et des songes. Au milieu des solennités et des mystères de l'Église, alors que la prière doit être plus pure, que l'âme plus dégagée de la terre doit, libre de ses liens, s'élancer vers l'Éternel,
Ces désirs séditieux me captivent tout entière. Je n'entends plus la pieuse oraison et les hymnes des chœurs sacrés. Je ne vois plus les feux de l'autel, ni l'encens qui fume autour de moi. Épouse adultère de Jésus-Christ, loin de gémir sur ma faute, j'ose regretter de ne pouvoir plus en commettre. Après de nouveaux malheurs, Abélard mourut dans l'abbaye de Saint-Marcel, âgé de 63 ans. Héloïse était séparée de lui depuis 20 ans, et pourtant cette nouvelle la plongea dans un affreux désespoir. Le corps d'Abélard fut reçu au Paraclet au son des instruments religieux et des chants lugubres d'un clergé nombreux. Héloïse resta évanouie une journée entière. Elle ne recouvra ses sens que pour tomber dans une morne stupeur. Dès lors et jusqu'à la fin de sa vie, une pâleur mortelle couvrit ses traits. Elle ne sortait de son appartement que pour aller gémir sur la tombe de son cher Abélard ou prier pour lui aux autels. Elle s'éteignit ainsi dans les pleurs, et ses derniers mots qui sortirent de sa bouche furent pour supplier ses compagnes de l'inhumer avec son époux. Il existe une tradition merveilleuse fondée sur la constance inaltérable de ces deux amants qui rapporte qu'Abélard parut se ranimer au moment où l'on ouvrit sa tombe et qu'il ouvrit les bras pour recevoir son Héloïse. Le lecteur nous pardonnera sans doute tous ces détails sur les amours d'Héloïse et d'Abélard et sur les malheurs qui en furent la suite. Cette marche nous a un peu éloignés du plan que nous nous sommes tracé, mais il nous a semblé que toutes ces circonstances, d'ailleurs si intéressantes, tenaient si étroitement au crime de Fulbert qu'il était impossible de les en séparer sans atténuer de beaucoup l'impression du récit.